Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, la clôture ce jeudi à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 5e sommet Union africaine-Union européenne, un sommet qui a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement avec comme thème officiel investir dans la jeunesse pour un avenir durable. L'autre actualité phare de cette semaine, la toute première tournée africaine du président français Emmanuel Macron, dernière et troisième et dernière étape de cette tournée au Ghana, un pays anglophone, une première pour un président français. Décryptage dans cette émission avec bien sûr nos invités que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. D'abord Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Monsieur Diallo. Avec nous également sur ce plateau que nous trouvons Abdoulaye Koné, rédacteur en chef de Médian TV Afrique Abidjan. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Diallo. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Les rideaux sont tombés sur le 5e sommet Union européenne, Union africaine, tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire, un sommet auquel on prépare plus de 80 chefs d'État et de gouvernement sur le thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable, mais également sur une autre question d'actualité qui, par la force des choses, est devenue sur le devant de l'actualité, la question de la traite des migrants. Des sujets que nous allons débattre dans cette émission, mais avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons écouter d'abord ce discours de clôture du président en exercice de l'Union africaine et par ailleurs président de la République de Guinée, Alpha Condé. Permettez-moi également de saluer la détermination de tous les participants qui œuvrent à faire face de cette rencontre une réussite. Et je remercie tous les chefs d'État européens et africains qui se sont déplacés pour assister à ce sommet. Nous devons reconnaître que le débat a été franc, mais responsable. Et si c'est un signe de maturité, parce que nous n'avons pas hésité à nous dire la vérité, à rétablir la responsabilité des Européens et des Africains. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique et l'Europe, à travers les institutions continentales, ont une longue tradition de coopération qui s'est renforcée au cours de ces dernières décennies. Au moment où l'Afrique est en train de s'affirmer comme un continent de croissance et d'opportunités, nous regardons notre jeunesse comme le protagoniste principal de ce changement. Mobiliser la jeunesse requiert un engagement stratégique soutenu de la part de l'Union africaine et de l'Union européenne. Jean-Charles, l'Afrique et l'Europe, à travers les institutions continentales, ont une tradition de coopération qui s'est renforcée ces 10 dernières années, pour reprendre le président à l'exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique doit attendre concrètement de ce sommet? Merci pour cette question. Concrètement, ce que l'Afrique doit attendre, à vrai dire, pas grand-chose, au risque de vous décevoir. Vous savez, ce sont des sommets qui ont démarré depuis 2000 au Caire. Et si vous suivez attentivement les sommets, les différents sommets qu'il y a eu à Tripoli, à Abidjan, donc avant à Lisbonne, vous vous rendrez compte que c'est souvent des déclarations d'intention sur des questions importantes comme le développement, sur des questions importantes comme les flux migratoires. Vous vous rendrez compte que c'est souvent des déclarations d'intention. Ce sont des sommets qui réunissent un nombre important de dirigeants. Il est peut-être difficile de discuter de la plupart des enjeux. Vous savez, ça se passe souvent dans les coulisses, à travers des discussions bilatérales. Il me semble qu'il est peut-être exagéré de penser que ce genre de rencontres vont régler les problèmes de l'Afrique. Il est illusoire de penser ainsi. C'est peut-être des occasions pour discuter peut-être des grands problèmes, des grands enjeux, mais il faut vraiment être très réaliste et comprendre que les grands enjeux, fondamentalement, même si des déclarations d'intention, ça et là, fusent, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à attendre, malheureusement. C'est vrai que le premier sommet a eu en 2000, mais entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Présentement, le monde est grands ensemble. Vous ne pensez pas que le rapprochement de ces deux continents peut quand même contribuer à changer les relations entre ces deux continents?
Probablement, mais vous savez, il y a déjà un problème qui se pose au niveau de ces entités, avec le Brexit pour l'Union européenne, avec tous les problèmes de leadership, tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'Union africaine. Il est peut-être difficile, sans des ententes déjà au niveau de ces blocs-là, d'avoir un dialogue franc et sincère. Vous avez vu sur la question migratoire, à mon avis, il y a un peu on n'a pas posé les véritables problèmes. Nous reviendrons sur ça. Mais simplement, vous avez raison, l'Europe et l'Afrique doivent s'entendre. Ce sont deux grands ensembles, deux pôles géopolitiques très importants, surtout l'Union européenne. L'Afrique, dans les années à venir, si surtout il y a cette question d'unité autour de l'Union africaine, l'Afrique va occuper un rôle important. Mais on n'en est pas encore là. Et ces problèmes-là, c'est vrai, jaillissent ou rejaillissent sur les débats et l'on voit bien tout le malaise qu'il y a à s'entendre sur des décisions fermes et concrètes. Abdoulaye Koné, l'objectif de départ de ces sommets, 10 ans après, est de renforcer les relations et les échanges entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, de votre avis, quelles sont les principales attentes de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe? Alors, les attentes de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe, il faut le souligner, dialogue, il y en a toujours eu. Notre continent est toujours resté dans la posture de celui qui tend la main et qui attend toujours qu'on lui donne. Alors, si l'on doit tenir compte du fait que ce sommet permettrait, sinon aurait permis à nos chefs d'État de pouvoir discuter d'égal à égal avec leurs homologues européens, il va sans dire qu'il y a eu une avancée, mais est-ce que ça a été vraiment le cas? Jean-Charles le disait tout à l'heure, ce sont des rencontres qui permettent à ces différents décideurs, chefs de gouvernement, de pouvoir prendre des mesures pour pouvoir aplanir un certain nombre de différends entre eux dans un premier temps et ensuite régler des problèmes internes et propres à chaque État. Donc c'est une rencontre qui est venue à point nommé certes, mais qui à mon sens c'est sur la durée qu'on verra exactement ce qui a été fait concrètement au cours de ces différents échanges-là. Est-ce à dire que les conclusions issues de ce sommet auquel plus de 80 chefs d'État ont participé vont contribuer à changer les relations Europe-Afrique? Changer les relations Europe-Afrique, là, je doute fort bien que ce soit le cas parce que moi, je viens d'Abidjan, le sommet est terminé, Monsieur Macron, il va aller à Accra tout à l'heure, mais avant d'aller à Accra, il va inaugurer, il va lancer les travaux du métro d'Abidjan. Qu'est-ce que ça signifie? C'est toujours l'aide qui revient, sinon qui continue de venir de l'Occident vers le continent. C'est vrai qu'il y aura de la main-d'œuvre locale qui sera employée, mais après, c'est cet argent qui vient de la France. Il faudra le rembourser. Donc, ça m'étonnerait de voir que les choses puissent changer de façon systématique. Il nous faudra encore observer sur une bonne période pour voir ce qui va se passer à l'avenir. Et en plus de ce qui s'est passé pendant ce sommet, on a vu que c'est plutôt le phénomène de la migration clandestine qui a suscité des réactions sur le plan international. Et au niveau du continent africain, on a vu que peut-être 3 ou 4 chefs d'État qui se sont levés et qui en ont parlé. Les autres sont restés silencieux. On se souvient que c'est le président Mahamadou Issoufou qui avait insisté pour que ce sujet soit au cœur du sommet. Il y a eu aussi la réaction du président Alassane Ouattara. Il y a eu la réaction de Kigali de Paul Kagame. Mais après, tous les autres chefs d'État, où sont-ils passés? Personne n'a réagi à ce sujet. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur le continent. Sur cette question, c'est vrai que ça va nous amener à parler surtout de l'agenda qui a été bousculé avec cette question de la traite des migrants qui, par la force des choses, est revenu sur le devant de l'actualité. Un des thèmes centraux, d'ailleurs, des débats. Cette rencontre a débouché sur une série de mesures pour mettre un terme à ce phénomène, la traite des migrants en Libye. Abdoulaye Koné l'a rappelé tantôt. À votre niveau, ça vous inspire quel commentaire par rapport à la position des différents chefs d'État qui ont participé à cette rencontre de jour à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Il est clair que le programme a été chamboulé. Au départ, il était question de discuter des problèmes de la jeunesse, mais à la force de l'image aidant. Oui, mais le problème de la jeunesse, ça fait partie de la... C'est les jeunes tout à fait. Qui, pour la plupart... Tout à fait, mais ce n'était pas vu sous cet angle-là, ce n'était pas vu sous l'angle de la traite
des Noirs, de la traite des esclaves, que cette question de la jeunesse devait être abordée. Mais vous avez raison, les deux sont liés. En tout état de cause, il y a des décisions qui ont été prises, c'est vrai, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus des déclarations d'intention de la part... pas de l'ensemble en plus des intervenants. C'est quelques pays qui se sont réunis, donc le Niger, le Tchad, avec la France, l'Allemagne, l'Union européenne d'une manière générale, l'ONU, pour essayer de prendre des mesures visant à stopper ce phénomène. Ce qui, moi, me perturbe un peu, c'est que je ne vois pas aujourd'hui dans cet État qui n'existe pratiquement plus, l'État libyen, cet État divisé entre plusieurs milices, comment dans ce cadre-là, on peut intervenir sans la force armée. Je ne vois pas, parce qu'il est question, c'est vrai, d'intervenir, mais on nous précise rapidement qu'il ne s'agit pas d'une intervention militaire. Donc, j'aimerais savoir... Une mesure ou une opération d'évacuation, surtout, il parle souvent d'opération. Oui. Le problème fondamental, et c'est toujours le cas, c'est que les discussions ne sont pas, à mon avis, on n'a pas posé véritablement le problème. Le problème en Libye, et on l'oublie, un des problèmes en Libye, c'est le fait que l'Union européenne finance les gardes-côtes libyens parce qu'ils ont reçu un financement, font tout pour maintenir les migrants en Libye. Cette question-là n'est pas posée. N'est pas posée non seulement par les Africains. Bon, on nous dit, le président guinéen nous dit que les discussions ont été franches, donc certainement cela a été abordé. Mais en tout cas, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue des conclusions, on nous dit absolument rien sur justement cette mesure de l'Union européenne visant à financer les gardes-côtes libyens pour stopper le flux migratoire vers l'Europe et empêcher, criminaliser au fait, en définitive. Parce qu'il s'agit de cela, criminaliser. Emmanuel Macron, le président français, il a qualifié de cette traite de crime contre l'humanité. Oui, mais là, quand je parle de criminalisation, je parle de criminaliser les migrants. Vous savez, c'est aussi ça le problème. On a criminalisé la migration, est devenu un crime. Et ça, c'est intolérable. Et les Africains, l'Union africaine, devraient, à mon avis, poser le problème. Mais bon, malheureusement, pour des questions peut-être géopolitiques qui nous dépassent ici, cette question-là n'est pas vue sous cet angle-là, mais il est intolérable de poser cette question en ces termes. Il me semble d'ailleurs même que le message du roi du Maroc est beaucoup plus clair là-dessus. Le message. Si vous revisitez un peu le message, vous verrez qu'il est beaucoup plus clair que la plupart des commentaires des autres dirigeants africains. Ces mesures vous inspirent quels commentaires, vous satisfont? Alors, on a parlé, entre autres, de la mise en place d'une task force, d'une commission conjointe des droits de l'homme, Union africaine, Union européenne. Il faut voir l'applicabilité de ces différentes mesures-là pour pouvoir venir à bout de ce phénomène-là qui existait depuis plusieurs années, depuis 2012, 2013, 2014, et qui seulement on en parle maintenant qu'en 2017, après avoir vu un sujet de reportage de la chaîne américaine CNN. Donc c'est un silence coupable des dirigeants africains, de savoir qu'il se passe ce genre de phénomène à nos portes et que personne ne réagisse et qu'on attende qu'il y ait un reportage d'une chaîne américaine, parce qu'on donne toujours la crédibilité aux médias d'outre-Manche pour pouvoir bouger le petit doigt. Alors, c'est un silence coupable, comme je le disais. On attend de voir la mise en place effective de ces différentes mesures et pour voir exactement ce qui sera fait. Et concernant ce problème de migration clandestine ou de migrants esclaves, comme on le disait tout à l'heure, c'est un crime contre l'humanité, on est tous d'accord là-dessus, mais il y a aussi un crime qui a été commis du fait que les différents dirigeants africains se plongent dans un silence. Alors, juste une dernière question avant de clore ce chapitre. Sommet Union africaine, Union européenne, la présence du Maroc à Abidjan, aujourd'hui, comment vous l'appréciez? Alors, tous les observateurs de la scène politique africaine ont applaudi le retour du Maroc au sein de sa famille d'origine. Et je pense que c'est de bonne guerre. Jean-Charles l'a dit tout à l'heure, la position du Maroc est de plus en plus claire sur la question de la migration clandestine. Le souverain, il a appelé à beaucoup de mesures fermes, des mesures qui, je pense que si elles sont appliquées,
permettront de prendre à bras le corps ce phénomène des migrants clandestins en Libye. Et des mesures aussi que je pense que si elles sont appliquées permettront de trouver une solution pour le chômage des jeunes, parce que c'est de ça qu'il s'agissait dans un premier temps. Il s'agissait de parler des jeunes, de définir la place des jeunes sur les 50 années à venir, de définir également la place des femmes dans ce qui sera le monde de demain. Mais ça n'a pas été fait. On est resté cantonné à des questions d'intérêt sur la migration. Chacun verra ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Alors, Jean-Charles Biagui, durant ce sommet, on a eu également une présence distinguée du roi du Maroc. Aujourd'hui, le retour du Maroc, surtout au sein de l'Union africaine, qui a participé à ce 5e sommet, votre commentaire? Vous savez, le Maroc est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. De ce point de vue-là, il est tout à fait normal que le Maroc prenne sa place. Sa place, la place du Maroc, est en Afrique, incontestablement. Et il faut saluer le fait que le Maroc revienne dans la famille africaine. Il faut simplement regretter, il faut simplement un peu la crainte que moi j'ai en tout cas, c'est que cette présence du Maroc, il ne faudrait pas en tout cas que cette présence du Maroc soit un facteur de division. Il faut que la présence du Maroc soit plutôt un facteur d'unité. C'est le vœu des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est aussi le vœu des pères fondateurs de l'Union africaine. Il faut que les États africains taisent un peu leurs divergences. Donc c'est une très bonne chose. Et encore une fois, je vous l'ai dit, le message du roi du Maroc que moi j'ai un peu lu et entendu dans la presse est un message qui me semble être fort. En tout cas, si vous le comparez à la plupart des messages que moi j'ai entendus, je pense que les problèmes sont posés de manière très claire, surtout les questions migratoires, même s'il y a des problèmes, il faut le reconnaître aussi. Mais en tout cas, d'un point de vue diplomatique, il me semble que ce retour du Maroc est une excellente chose pour l'Union africaine. Parce que l'objectif de l'Union africaine, c'est justement de rassembler tous les fils d'Afrique. Alors, l'autre question d'actualité phare cette semaine, je vous le disais à l'entame de cette émission, la toute première tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Troisième et dernière étape de cette visite ce jeudi au Ghana, un pays anglophone, une première pour un président français. Jean-Charles, la question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui explique ce choix? Le choix du Ghana s'explique pour une raison très simple. Il y a la volonté du président de la France, manifestement, d'élargir un peu le champ français. Le précaré français, vous le savez, c'est constitué pour l'essentiel de pays francophones. Macron, qui est lui-même très à l'aise avec la langue anglaise, qui aime, contrairement au discours qu'il a tenu devant les étudiants, en faisant un peu en exaltant un peu la francophonie, lui-même, voilà, absolument, lui-même est très à l'aise avec le monde anglophone. N'oubliez pas que le Ghana est un pays qui va devenir de plus en plus important d'un point de vue économique et naturellement d'un point de vue politique. Donc il s'agit là, en face peut-être d'un géant comme le Nigeria, d'ouvrir un champ d'opportunités économiques, un champ d'opportunités politiques et un champ d'opportunités culturelles aussi pour la France. Donc c'est ainsi qu'il faut peut-être comprendre cette volonté de s'ouvrir vers le Ghana. N'oubliez pas aussi le discours, son discours à Ouagadougou, son discours voulant un peu ne pas se contenter d'une partie de l'Afrique au motif que l'Afrique est diverse et avec beaucoup de diversité culturelle, linguistique, politique. Il me semble que d'un point de vue géopolitique, ça se comprend. La France essaie d'élargir un peu son champ d'influence. Abdoulaye Koné, la première étape avant de rendre ou d'effectuer cette visite ou cette tournée au Ghana, Emmanuel Macron, le président français, a effectué une visite officielle au Burkina Faso. L'un des temps forts de cette visite à Ouagadougou, c'est cette adresse ou ce discours, ce grand oratoire ou ce premier grand oratoire du président français Emmanuel Macron devant un parterre d'étudiants. Avant de revenir à vous, nous allons d'abord suivre cet élément, ce résumé de Anissa Harour.
Le choix du Burkina Faso comme premier pays de sa tournée africaine n'est pas fortuit. À l'en croire, la visite d'Emmanuel Macron a pour but de rendre hommage à la vitalité de la jeunesse burkinabé. Attendu sur le fond comme sur la forme, Emmanuel Macron a assuré ne pas vouloir donner des leçons, notamment sur le bon fonctionnement d'une démocratie. Le président de la République française n'a pas expliqué dans un pays africain comment on organise la Constitution, comment on organise les élections ou la vie libre de l'opposition. Lors de son premier grand oral africain, le président français s'est aussi présenté comme le représentant d'une génération pour laquelle les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. Autre temps fort du discours d'Emmanuel Macron, la lutte contre le terrorisme. Il a en outre rappelé le rôle majeur de la force militaire du G5 Sahel. Fin octobre, une première opération baptisée Aobi a été lancée, présentée comme une démonstration de force pour reprendre pied dans une zone délaissée par les États aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc là-dessus, ma volonté est entière de voir les forces G5 Sahel sur les 3 fuseaux se déployer beaucoup plus rapidement avec des opérations et des victoires. Emmanuel Macron a aussi indiqué qu'il souhaitait proposer une solution pour venir en aide aux migrants subsahariens dont certains sont réduits en esclavage en Libye. Et je souhaite, c'est ce que je plaiderai demain lors du sommet Union européenne-Union africaine, que nous intensifions la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour démanteler beaucoup plus efficacement ces réseaux de trafiquants. Emmanuel Macron est le 3e président français à se rendre à Ouagadougou. Cette visite s'est déroulée dans un contexte tendu, puisque des échauffourées entre police et manifestants hostiles à la présence française sur le continent africain ont éclaté en marge de la visite, faisant 3 blessés chez les civils. Alors, Abdoulaye Koné, que retenir de ce grand oral du président français Emmanuel Macron devant un parterre d'étudiants à l'université de Ouagadougou? Alors, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est qu'on a comme l'impression que depuis l'avènement de M. Macron à la tête de la France, il a tendance à rompre de façon radicale avec la politique de la France initiée par ses prédécesseurs. Alors qu'en réalité, quand on écoute, quand on fait un décryptage assez profond, c'est autre chose qu'il nous est donné de voir. M. Macron a tendance à nous faire comprendre qu'il n'a pas de leçon à donner aux Africains en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne un certain nombre de choses, mais au fond, c'est tout autre chose. Il y a des réalités qu'il faut apprécier différemment. Alors, ce que moi je fais, le décryptage que je fais de cette visite sur le continent africain, notamment en commençant par le Burkina Faso, c'est de voir déjà dans quelle mesure, comme Anissa Araoul l'a dit dans son reportage, dans quelle mesure il peut essayer d'apporter une présence militaire dans cette zone-là qui est menacée par le terrorisme, cette zone-là qui est aux confins du Mali et du Niger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi commencer par le Burkina Faso? Peut-être pour essayer d'apporter sa vision, partager sa vision avec ces jeunes étudiants. On l'a vu sur Internet, à la télévision, des vidéos qui ont été relayées plusieurs fois. Cet échange-là, sinon, je veux dire quoi, ce petit quoi qui a eu lieu entre lui et son homologue burkinabé, où les étudiants ont posé la question de savoir qui doit mettre la climatisation dans les amphithéâtres. Il a dit carrément que c'est le président qui doit le faire et c'est pas lui. Donc ça, c'est des petites choses qui amènent encore une fois à réfléchir sur la politique africaine de M. Macron. Alors, politique, pas de politique africaine, ou si vous voulez, la France-Afrique, comme il a dit, pour reprendre ses propres termes aujourd'hui. Le discours de Macron devant ces 800 étudiants burkinabés vous inspire quelle réflexion? Ce discours, à mon avis, s'inscrit dans un cadre un cadre colonial. C'est un peu le continuum colonial. Vous savez, les dirigeants français se sentent obligés depuis plusieurs années de partir dans des capitales africaines pour s'adresser aux Africains. Sauf que lui, il a refusé de s'inscrire dans cette logique. Oui, pourquoi ne le font-ils pas à Gaborone, au Botswana? Pourquoi ne le font-ils pas à Dar es Salaam, en Tanzanie? Peut-on imaginer le président français demander aux dirigeants chinois de convoquer à Pékin des étudiants chinois pour leur parler du destin de la Chine? Peut-on imaginer un seul instant le président français demander aux dirigeants de l'Indonésie
de convoquer un peu les jeunes à Jakarta, les jeunes étudiants, pour leur parler de l'obscurantisme religieux dans un pays majoritairement musulman. Non, ce n'est pas très sérieux. Il n'y a qu'en Afrique où vous pouvez vous permettre cela pour deux raisons essentielles. Parce que ici, en Afrique, il y a la servitude volontaire, et surtout un paternalisme accepté. C'est ça le problème fondamental et ce discours-là s'inscrit dans ce cadre-là. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique Presse qui avait le plaisir de recevoir Jean-Charles Biagui, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Jean-Charles. Avec nous également sur ce plateau, on avait Abdoulaye Koné, rédacteur en chef de Médian TV Afrique Abidjan. Abdoulaye, merci. Merci. Merci également à vous d'avoir été des nôtres et vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.